The Brunei Shipwreck Project enabled us to demonstrate our company's values in action. By that I mean that we were able to demonstrate to His Majesty's government here that we were a serious and credible operator in his country. Not only were we developing our Maharaja Leila Jamalullalam gas and oil field, but at the same time we were able to raise ourselves to a totally different challenge, that of helping in an archaeological project. Alors en 1997, alors que nous étions en train de faire des opérations de reconnaissance sous-marine préliminaires à l'installation de nos plateformes pétrolières et canalisation, nous avons repéré une anomalie et il a été décidé une investigation supplémentaire par caméra. C'est au cours de cette investigation que des images de diverses poteries sont apparues, qui nous semblaient suffisamment importantes pour être expédiées donc vers des archéologues professionnels pour en déterminer la nature et l'intérêt archéologique. À partir de là, il a été, avec les archéologues, décidé de monter une opération restreinte et une quinzaine d'archéologues ont plongé sur le site pour monter un certain nombre d'objets qui ont confirmé l'intérêt de cette découverte. L'expertise de 97 avait permis de vérifier parfois, d'acquérir surtout un certain nombre d'informations sur le site. La plus importante à nos yeux de ces informations, c'était l'estimation que nous avions fait du chargement que nous estimions donc entre 6 et 15 000 pièces. Lorsqu'il a été décidé au début de 98 que serait programmée dans l'été une campagne de fouilles méthodiques, évidemment la première question qu'on s'est posée, c'est comment traiter cette information. Alors il a fallu initialement décider des moyens techniques qui seraient mis en œuvre pour l'étude in situ de l'épave, les moyens de plongée. Donc on a décidé qu'on plongerait à l'héliox, s'il fallait mobiliser ou pas des sous-marins et des robots, ce que nous avons fait. Et puis au-delà, surtout, comment traiter l'information née de l'étude de ces 13 000 pièces. Donc là, une seconde partie de l'étude, ça a été de décider des moyens techniques, scientifiques, humains qu'il faudrait réunir afin d'assurer la collecte de l'information. Donc recruter des dessinatrices, des conservateurs-restaurateurs capables de décider des mesures préventives de restauration sur le mobilier, et puis aussi de mettre en place un système d'inventaire général de cette collection, puisque évidemment tous ces objets avaient chacun généré une masse d'informations qu'il fallait collecter. Donc tout ça, ça a été l'enjeu des 6 mois qui ont précédé l'opération, en sachant qu'il n'y aurait pas de possibilité de s'arrêter, il fallait que la machine tourne dès le jour J, dès l'instant, dès qu'on aurait tiré le coup de starter, ce qui a été fait, et puis pendant 2 mois, indépendamment de quelques problèmes, de manière générale, eh ben c'est cette organisation qui a permis de collecter la masse de données dont nous disposons aujourd'hui sur l'épave de Brunei. Le temps de la fouille sous-marine, le temps de toute fouille archéologique en général, est un moment très court dans la vie d'un archéologue. Il y a le temps de préparation qui est assez long, donc qui a été faite par Michel Lourd et puis quelques personnes. Et puis en dehors de ça, il y a le temps de la fouille, donc qui est concentré un maximum de moyens, de compétences et de tempérament dans un minimum de temps pour arriver au meilleur résultat, en sachant qu'effectivement chaque jour coûte cher. Donc on a un nombre de jours limité, il faut tout réunir dans ce nombre de jours. Il n'y aura pas de rallonge, ça c'est clair. Dans des opérations comme ça au bout du monde, il n'y a aucune rallonge possible. Et puis ensuite, et pas toujours malheureusement, il y a la possibilité de finaliser ça en exposition et en études. C'est-à-dire que faire de l'archéologie sans faire d'études postérieures, c'est évident que c'est complètement stérile et ça ne sert à rien. Mais quand en plus on arrive à non seulement faire une publication qui reste quand même souvent très confidentielle et pas très ouverte au public, mais qu'on arrive à finaliser ça dans le stade ultime, c'est-à-dire l'exposition, l'ouverture aux gens et pouvoir montrer pourquoi on travaille, bah on est content quoi, c'est vraiment ce qu'on attend. Et c'est très bien. Et ça permet de boucler les choses et de passer à autre chose après. Je suis arrivé en tant que bénévole, comme ça, juste pour voir comment c'était. Et c'était tellement bien, les gens, l'esprit d'équipe était tellement prenant que je m'y suis accroché, mais vraiment d'une façon incroyable. Et maintenant, j'ai plus quitté l'équipe, j'ai plus quitté Michel, ce qui fait que régulièrement, où Michel va, je vais, quoi. Il m'appelle et hop. Comme pour Brunei, c'était la même chose. Il m'a appelé, il m'a dit Jojo, on part sur Brunei.
chercher le matériel pour l'expédition. J'ai dit ok, on y va tout de suite. Je suis photographe sous-marin et spécialisé dans le monde des épaves sous-marines, donc d'opérations scientifiques. Je travaille pour couvrir tout le besoin photographique nécessaire pour à la fois témoigner de ces opérations et garder la mémoire de la mémoire scientifique à un usage immédiat et la mémoire à plus long terme, je dirais dans un sens plus romantique du terme, d'une opération, d'une aventure humaine. Le rôle du médecin lors d'une telle expédition comme celle qui s'est déroulée au Brunei est de ramener tout le monde en bonne santé. En bonne santé, ça va de la simple contusion, de la simple suture, mais aussi ça peut demander des gestes de réanimation lourds. Pour cela, ELF nous a donné carte blanche pour avoir tout le matériel médical nécessaire, c'est-à-dire un caisson de recompression en cas d'accident de plongée, mais également tout le matériel de réanimation nécessaire en cas d'accident grave. Le médecin est aussi l'homme vers lequel se tournent les hommes et les femmes de cette équipe qui peuvent, loin de leur famille, isolés en pleine mer de Chine, avoir des problèmes psychologiques, avoir des problèmes familiaux qu'ils ont pu apprendre par le téléphone ou par courrier. Et le médecin, c'est l'homme vers lequel ils vont se tourner pour se confier. Là-bas, je me suis occupé d'abord de toute la mobilisation de la barge, en fait. Et donc de l'installation, visiter la barge pour savoir dans quel état elle était, et puis après donc récupérer tous les éléments à gauche à droite pour pouvoir armer au niveau plongée et donc tout le matériel nécessaire à la mission, quoi. Au control room, on avait l'image que le plongeur nous envoyait, un éclairage pour lui pour voir comment il travaillait au fond, et également les communications. Les communications en permanence, le plongeur, on le guidait pour le travail au fond, ou alors pendant la remontée pour lui dire stop à tel palier, on change de gaz, remonte à ce palier, jusqu'à la surface. Dans les premiers jours, tout le monde se ruait à l'arrivée du panier en surface. Parce que, évidemment, c'était pour les objets comme pour nous, sans doute une rencontre. Eux, ça faisait 500 ans qu'ils étaient sous l'eau, ça devait leur faire drôle de voir tout de suite 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes accoudées au pavois en train de les observer. Pour nous, évidemment, c'était la concrétisation tout d'un coup, la matérialisation d'un rêve sur lequel nous avions travaillé depuis presque un an. Mais très rapidement, il faut bien le dire, notre horizon s'est borné à l'ère de tamisage, car les paniers arrivaient plus vite que nous n'étions à même de les trier, laver et tamiser. Chaque fois qu'un panier arrivait, ça veut dire qu'un plongeur avait fini sa tâche, il était encore en train de décompression. Et dans le temps, il faisait sa décompression, ça prenait 1 heure, 2 heures. Nous commençons déjà avec le nettoyage du mobilier. Alors le panier d'un certain plongeur était déjà étiqueté avec le numéro de coraillage, le numéro de carré. Et comme ça, du moment que le plongeur sortait de l'eau, on faisait un briefing ou debriefing, une petite interview pour savoir comment il a travaillé, où exactement dans le carré il avait travaillé. Comme ça, on pouvait préciser la localisation du mobilier. Les pièces étaient fragiles et la grande majorité est arrivée dans un bon état en surface, c'est-à-dire l'état de l'objet tel qu'il a été trouvé au fond par le plongeur au moment du dégagement de l'épave. La difficulté après était véritablement de récupérer les éléments céramiques qui appartenaient au même objet, qui avaient été cassés au moment du naufrage et qu'il était important, puisque nous avions l'information, de conserver ensemble dès la sortie sur la barge pour qu'il y ait ce fil conducteur qui ne soit pas interrompu pour l'enregistrement définitif à terre au workshop. Quand on a un peu de chance, on choisit les objets qui nous intéressent pour avoir le plaisir de les nettoyer, de les découvrir en enlevant petit à petit les sédiments, la vase qui reste dessus. Une fois que l'objet était bien nettoyé, je donnais à Fred ou Elisabeth pour l'inventaire. Et donc là, on lui attribuait un numéro. Ce numéro étant vraiment essentiel puisqu'il va suivre et identifier l'objet depuis la barge jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire au musée. J'étais en permanence sur la barge et tous les objets qui quittaient le fond passaient par notre dispositif qui était chargé en fait de trier les objets, de les tamiser et puis d'essayer de noter tous les éléments indispensables à la compréhension du chargement. Les journées commençaient assez tôt, vers 7h, 7h30 pour nous,
et il se terminait lorsque véritablement les plongées n'étaient plus possibles, que tous les plongeurs avaient effectué leur travail. 1 heure et demie était nécessaire pour finir de traiter le mobilier qui était sorti. Bien souvent, nous finissions à la nuit. Un plongeur avait ramassé ce qu'il croyait être une pierre, donc qu'il avait imaginé être peut-être du galet ou une pierre de lest du ballast que l'on a repéré au centre du gisement. Mais lors du tamisage, cette masse glaiseuse s'est avérée être un petit éléphant en grès, très beau. Je pense que tous les gens qui ont assisté s'en souviennent parce que ça a quand même généré une émotion. Et ce travail aurait été sans doute définitivement harassant s'il n'y avait eu justement ces moments un peu forts où soudain un objet particulier rameutait littéralement tout l'équipage de la barge, tous les plongeurs et toute l'équipe scientifique à l'avant de la barge pour voir la découverte du jour. L'objet qui tout d'un coup attirait toutes les attentions est probablement l'objet qui, dans l'esprit de beaucoup, restera celui qui, pour l'un ou pour l'autre, a matérialisé ces 2 mois de fouilles. When the Brunei ship went down 500 years ago, a tumulus was created on the seabed. This tumulus, a slight elevation, is measuring 25 by 18 meters with a central axe aiming east-west. This tumulus mainly consists of ceramics, of broken ceramics. And despite the apparent chaos, the archaeological research showed that there is a certain coherence, a certain order in this shipwreck. L'enregistrement systématique de la localisation de chacun des mobiliers mis au jour au cours de la fouille nous a permis de dégager un certain nombre d'informations essentielles, non seulement sur l'organisation de la cargaison elle-même, mais sur le bateau, dont pourtant il ne reste aujourd'hui aucun vestige. Parmi ces informations essentielles, la première, c'est de nous avoir indiqué que le bateau suivait probablement une route ouest-est, c'est-à-dire qu'il se dirigeait vers le sultanat de Brunei lorsqu'il a coulé. La deuxième de ces informations, c'est de nous avoir conduit à envisager l'hypothèse que ce bateau était plus chargé sur l'arrière que sur l'avant et que globalement, sans doute, il était trop chargé. Et c'est probablement là d'ailleurs l'origine du naufrage. Peut-être ce bateau s'est-il couché sur tribord consécutivement à un coup de vent de mousson de nord-ouest ou de sud-ouest. By analyzing the distribution of distinct groups of ceramics, one can draw some conclusions on the general stowage system on board of this ship. First of all, the porcelain is apparently stowed in the lower regions of the hull because it's concentrated around the central axis of the shipwreck. Furthermore, it's very distinct that certain ceramics are grouped together according to their origin. For example, the Chinese celadons are all stored in the stern area, while most of the Thai stoneware is found in the midship and bow section of the wreck. The jars, they form a different group. They were much more dispersed towards the edges of the site, and therefore it's clear that they were stored higher up in the ship, on deck, and stored on top of each other. And during the disintegration of the ship's structure, they tumbled down and rolled over the seabed and formed the edge of the site. Étudier la répartition de la cargaison nous a également conduit à émettre l'hypothèse qu'il existait à l'intérieur de la carène au moins 2 cloisons transversales qui divisaient sans doute l'intérieur de la cale en 6 compartiments, 3 de chaque côté. À partir de ce fait, une analyse plus fine des mobiliers stockés dans chacun de ces compartiments nous a amené à envisager l'hypothèse que le bateau avait sans doute été affrété par plusieurs marchands qui se partageaient ces compartiments. Enfin, et toujours en observant la répartition de cette cargaison, nous avons été conduits à penser que la zone centrale du bateau était probablement réservée au stockage ou à l'entreposage des comestibles, les éléments utiles à la vie à bord, et par ailleurs également peut-être à l'hébergement des membres de l'équipage, voire à d'hypothétiques passagers, voire à ces mêmes marchands qui se partageaient la cargaison. Among the many thousand finds from the shipwreck, there was one special group consisting of medium and large-sized stoneware jars. Jars which were used for the storage and transport of merchandise. Several examples were found of this practice. Jars, for example, containing glass beads or brass wire coils, but also other kinds of ceramics, like several tens of Thai stoneware bowls or jarlets, and also jars filled with small blue and white Chinese porcelain
pots. Cette étude nous a permis d'acquérir la quasi-certitude que l'ensemble de cette cargaison avait été chargée en un seul et même port. Et bien que les mobiliers qui la constituent soient d'origine diverses, thaï, chinoise ou même vietnamienne. Comme le bateau suivait une route vraisemblablement ouest-est lorsqu'il a coulé, on peut supposer qu'il arrivait d'un port peut-être de l'Indonésie ou de la Malaisie actuelle, voire du golfe de Thaïlande. Et c'est sans doute sur cette longue route de plus de 2000 km que ce bateau s'est perdu, alors si près de Brunei qu'il n'a pas atteint.
Avait permis de vérifier parfois, d'écrire surtout un certain nombre d'informations sur le site. La plus importante à nos yeux de ces informations, c'était l'estimation que nous avions fait du chargement, chargement que nous estimions donc entre 6 et 15 000 pièces. Lorsqu'il a été décidé au début de 1998 que serait programmé
l'archéologie sans faire d'études postérieures, c'est évident que c'est complètement stérile et ça ne sert à rien. Mais quand en plus on arrive à non seulement faire une publication qui reste quand même souvent très confidentielle et pas très ouverte au public, mais qu'on arrive à finaliser ça dans le stade ultime, c'est-à-dire l'exposition, l'ouverture aux gens et pouvoir montrer pourquoi on travaille, ben on est content, c'est vraiment ce qu'on attend. Et ça permet de montrer les choses et de passer à autre chose. Un petit éléphant, très beau. Je pense que tous les gens qui ont assisté s'en souviennent, parce que ça a quand même généré une émotion. Et ce travail aurait été sans doute définitivement harassant s'il n'y avait eu justement ces moments un peu forts où soudain un objet particulier rameutait littéralement tout l'équipage de la barge, tous les plongeurs et toute l'équipe scientifique à l'avant de la barge pour voir là, découvablement l'objet qui... Porcelain is apparently stored in the lower regions of the hull because it's concentrated around the central axis of the shipwreck. Furthermore, it's very distinct that certain ceramics are grouped together according to their origin. For example, the Chinese celadons are all stored in the stern area, while most of the Thai stoneware is found in the midship and bow section of the wreck. The jars, they form a different group. They were much more dispersed towards the edges of the site, and therefore it's clear that they were stored higher up in the ship on deck and stored on top of each other. And during the disintegration of the ship structure, de ces chargements, nous n'en connaissons pas, ou très peu, et tout au plus nous avons un certain nombre de repères, quelques épaves qui ont été localisées, parfois étudiées succinctement sur la côte des Philippines. Mais sur la côte nord de Bornéo, c'est le premier chargement, et au-delà même de cette localisation, c'est le chargement asiatique le plus conséquent aujourd'hui recensé en mer de Chine méridionale. C'est vraiment là qu'on peut rêver, qu'on peut essayer d'imaginer toutes ces sociétés. Le grand Afonso Albuquerque, celui qui avait déjà conquis pour la couronne portugaise quelques villes indiennes,
est arrivé dans les détroits de Malacca pour venir prendre la ville de Malacca au début du XVIe siècle. Il était à bord de son navire amiral, la Flor de la Mar, qui était déjà une des nefs portugaises les plus importantes de l'époque, elle devait faire dans les 300 tonnes. Quand il est rentré dans les détroits de Malacca, Albuquerque a rencontré une jonque malaise d'un des ports du nord de Sumatra, dont le pont était plus haut que le château arrière de son navire amiral. C'était une jonque qui devait faire facilement dans les 500 à 600 tonnes, et en fait, l'Albuquerque qui a voulu la raisonner, alors même qu'elle n'était pas armée, a mis 3 ou 4 jours avec toute sa flotte à réussir à immobiliser cette jonque. Ces jonques étaient tellement bien construites, elles étaient construites selon les techniques propres à l'Asie du Sud-Est, tellement bien adaptées.
Kota Batu was located about 3 kilometers from Bandar Seri Begawan, and it was an ancient capital of Brunei in the 14th, 17th centuries AD. There are several reasons why Kota Batu reached its power during the 15th, 16th centuries AD, and one of the reasons is due to during this time Kota Batu Brunei was ruled by Sultan Bolkiah, the 5th Sultan of Brunei. He was so powerful, and he brought peace and stability to the country. And this, as a result, encouraged traders to trade with Brunei. Another reason was also due to the fall of Malacca in 1511, and Malacca was defeated by the Portuguese in 1511, and this, as a result, encouraged traders that normally traded with Malacca came to Brunei to trade with Brunei. Brunei was known for its exotic jungle products such as camphor, tortoise shell, bird's nest, rattan, sago, and so on. This product was very precious, and traders from all over Southeast Asia came for this
products and exchange with their products such as ceramic, silk, and so on. L'un des pôles d'intérêt de l'étude de l'épave de Brunei, c'était de nous introduire finalement à éclaircir un peu ce que pouvait être la nature des échanges maritimes sur la côte nord de Bornéo à la fin du XVe, début du XVIe siècle. De fait, les fouilles terrestres menées à Brunei, notamment sur le site de Kota Batu, ont permis de révéler un certain nombre des produits d'importation, mais très fragmentaires. Et puis là, on avait la possibilité d'un seul coup de rentrer dans le détail de ce que pouvait être une de ces cargaisons de la fin du XVe, début du XVIe, qui assurait les échanges depuis le nord de la mer de Chine méridionale jusqu'à la côte de Bornéo, parfois en longeant la côte de Palawan, parfois peut-être en venant directement d'Indonésie. C'est en ça que l'épave de Brunei était un instrument essentiel de l'information, puisque de ces chargements, nous n'en connaissons pas, ou très peu, et tout au plus, nous avons un certain nombre de repères, quelques épaves qui ont été localisées, parfois étudiées succinctement sur la côte des Philippines. Mais sur la côte nord de Bornéo, c'est le premier chargement, et au-delà même de cette localisation, c'est le chargement asiatique le plus conséquent aujourd'hui recensé en mer de Chine méridionale. Depuis environ 5000 ans, la mer de Chine est un lieu privilégié d'échange. Toutes les populations de la région, toutes les populations côtières de cette région ont depuis longtemps participé à des réseaux maritimes, à des réseaux d'échange. Les Malais, les Javanais, les populations des Philippines, les Sulu, les Mindanao, les Luzon étaient depuis longtemps partie prenante de tous ces réseaux. Il faut aussi bien sûr parler des Chinois qui ont très rapidement voyagé en mer de Chine et à partir du IXe siècle ont construit leurs propres bateaux qui leur ont permis de jouer un rôle très actif dans les réseaux marchands de la région. En fait, la mer de Chine est comme une Méditerranée. C'est une autre Méditerranée très comparable en beaucoup de points à notre Méditerranée européenne. Ces villes marchandes étaient divisées en quartiers, les kampungs bien connus des villes malaises, où étaient abritées les populations, se regroupaient par origine ethnique, les populations, qu'elles soient des Gujaratis de l'Inde de l'Ouest, les Tamouls de l'Inde du Sud, que ce soit des Péguans de Birmanie, les Chinois bien entendu, mais aussi les Javanais à Malacca ou bien d'autres groupes ethniques. Ces villes étaient entourées, il faut le dire aussi, la résidence du souverain, le palais, c'était des richissimes palais, tout en bois, mais décorés d'or, de tissus venus de l'Inde, et aussi de céramique. Ces céramiques que l'on retrouve dans la cargaison servaient aussi à décorer ces richissimes palais. Et dans ces ports, dans ces villes marchandes, il y avait bien sûr le marché. Des marchés grouillants de vie, des marchés cosmopolites, où toutes ces populations se rassemblaient, sortaient de leur quartier où ils étaient regroupés par leurs origines ethniques, et se rassemblaient au marché. Et on y trouvait aussi bien sûr les populations de l'intérieur de ces pays qui descendaient des montagnes, des forêts pour venir échanger leurs produits, les résines, les bois précieux, contre les produits manufacturés qui étaient amenés par les jonques. Les jarres, les céramiques, ce pouvaient être aussi les tissus. Et c'est dans ces marchés cosmopolites que, bien entendu, se passaient tous ces échanges. Les épices constituaient la grande richesse de l'Asie du Sud-Est. Ce sont ces épices que les Portugais sont venus chercher dans cette région dès le XVIe siècle. Ils étaient extrêmement prisés en Europe, d'une part pour leur fonction de préservation des aliments, d'autre part pour leur qualité médicinale, comme d'ailleurs le camphre de Bornéo. Si les épices constituaient vraisemblablement l'essentiel d'une cargaison, la céramique y jouait un rôle également très important, non seulement comme marchandise, mais également comme ballast, c'est-à-dire qu'elle servait à équilibrer le chargement du navire. Les jarres que l'on a trouvées en si grand nombre dans la cargaison de la jonque de Brunei ont joué de tout temps un rôle essentiel dans les sociétés d'Asie du Sud-Est. On les trouve bien entendu à bord des navires, où elles servent de conteneurs, un peu comme la tonnellerie ou les amphores des navires de la Méditerranée par exemple, où elles servaient à transporter bien entendu tout ce qui est liquide, mais aussi des objets plus fragiles, comme par exemple d'autres céramiques plus petites, comme les bols qui étaient empilés à l'intérieur de ces jarres.
Elles avaient une très grande valeur marchande, elles servaient véritablement de monnaie, puisqu'on pouvait les monnayer contre des buffles, et on sait que les plus belles de ces jarres, celles qui étaient les plus prisées, pouvaient valoir 2, 3 ou 4 buffles, ce qui pour ces sociétés relativement simples, des forêts, est une valeur absolument inestimable. Elles étaient conservées par ces populations au fil des générations comme un patrimoine d'un lignage, d'un clan, d'une famille, et y servaient pour l'essentiel à des rituels du vivant de ces sociétés, du vivant de ces personnes, puisqu'on y buvait en particulier, et on y boit encore aujourd'hui dans certaines de ces sociétés, la bière de riz à l'occasion de rites de passage, des différents rituels qui marquent la vie de ces sociétés. Et elle pouvait servir aussi dans les rituels de mort, puisqu'on connaît des sépultures où les cendres des personnes, ou même des sépultures secondaires, où ce ne sont pas nécessairement après les crémations, étaient inhumées dans ces jarres, qui ensuite pouvaient être soit enterrées, soit conservées dans des monuments funéraires. Quand le grand Afonso d'Albuquerque, celui qui avait déjà conquis pour la couronne portugaise quelques villes indiennes, est arrivé dans les détroits de Malacca pour venir prendre la ville de Malacca au début du XVIe siècle, il était à bord de son navire amiral, la Flor de la Mar, qui était déjà une des nefs portugaises les plus importantes de l'époque, elle devait faire dans les 300 tonnes. Quand il est rentré dans les détroits de Malacca, Albuquerque a rencontré une jonque malaise d'un des ports du nord de Sumatra, dont le pont était plus haut que le château arrière de son navire amiral. C'était une jonque qui devait faire facilement dans les 500 à 600 tonnes, et en fait, d'Albuquerque qui a voulu la raisonner, alors même qu'elle n'était pas armée, a mis 3 ou 4 jours avec toute sa flotte, à réussir à immobiliser cette jonque. Ces jonques étaient tellement bien construites, elles étaient construites selon les techniques propres à l'Asie du Sud-Est, tellement bien adaptées au commerce avec les vents de mousson de la région, que les Portugais eux-mêmes, pendant un temps, ont utilisé ces bateaux pour leurs propres entreprises commerciales. C'est ainsi que les flottes portugaises, qui sont parties de Malacca pour aller, pour la première fois, découvrir les côtes chinoises ou pour aller jusqu'aux Moluques, qui étaient les premières expéditions portugaises jusqu'aux îles aux épices, ces flottes ont utilisé ces jonques malaises pour naviguer avec des pilotes et des capitaines malais à leur bord. Et depuis une vingtaine d'années, l'Asie du Sud-Est est vibrante d'activité sous la mer. Les archéologues, l'archéologie sous-marine est très très développée en Asie du Sud-Est depuis quelque temps, et l'épave de Brunei en est un des exemples, bien entendu. Et ces épaves donnent aux chercheurs des concentrés, des résumés de la vie de ces réseaux marchands absolument fascinants. À partir des matériaux recueillis au fond des mers, on peut reconstituer des pans entiers de ces sociétés marchandes, de la vie de ces réseaux, et c'est vraiment à partir de là que l'on peut rêver, que l'on peut essayer d'imaginer toutes ces sociétés.